Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui vont traiter du protocole IPv4. Alors, le protocole IPv4 est évidemment un protocole très important pour nous, surtout le monde Internet, puisqu'il fait partie des protocoles qui ont permis un petit peu la standardisation, donc en combinaison avec TCP, afin justement de pouvoir s'interconnecter et donc créer l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui, sachant que ce protocole est évidemment toujours utilisé. Alors, le protocole IPv4, c'est un protocole qui se trouve sur la couche 3 du modèle OSI. Donc, c'est un protocole qui va traiter de toutes les communications, soit sur un réseau local, soit vers un réseau distant. Le protocole IPv4 et IPv6 sont tous les deux sur cette même couche. Alors, le principe, c'est d'assurer l'acheminement des paquets d'une source vers une destination. Et pour ce faire, nous allons utiliser des adresses. Alors, là, on peut tout à fait faire l'analogie avec un courrier postal que vous enverriez à une autre personne. Donc, vous écrivez votre lettre, vous mettez tout ça dans une enveloppe, et sur l'enveloppe, vous mettez l'adresse de destination, et à l'arrière, vous mettez l'adresse de source. Donc l'idée évidemment c'est de pouvoir joindre votre destinataire et de pouvoir avoir des réponses aux requêtes que vous avez envoyées. Alors, le protocole IPv4 ici en particulier est un protocole dit best effort. Donc ça veut dire que nous envoyons les paquets et puis après il n'y a pas de méthode, de mécanisme de vérification si le paquet est bien arrivé, s'ils sont arrivés dans l'ordre, etc., etc. Ce n'est pas le but d'IP. S'il y a une nécessité d'avoir un certain nombre de mécanismes de vérification, ce sera TCP qui s'en occupera. Nous verrons ça évidemment dans une autre vidéo. Le seul mécanisme de vérification qu'il y a en IPv4, c'est un checksum au niveau du header. Donc le header, on va dire que c'est l'enveloppe dans laquelle vous avez mis votre message. Et ce checksum va simplement s'assurer qu'il n'y a pas eu de modification au niveau du header. Donc, par exemple, au niveau de l'indication de l'adresse de source et de destination. Je vous donne aussi les références des RFC concernant IPv4 et aussi pour info celle d'IPv6 que nous verrons plus tard. Donc si vous avez besoin d'informations plus détaillées, vous pouvez les retrouver dans les RFC, mais c'est vraiment si vous avez besoin d'informations très particulières au niveau du protocole. Alors, à quoi ressemble une adresse IPv4 ? Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits. Donc c'est 32 bits que nous allons noter, en tout cas pour nous humains, en notation décimale par 4 groupes de 8 bits séparés par un point. Donc 8 bits, ça permet en notation décimale d'avoir une valeur comprise entre 0 et 255. Donc nous avons deux exposants 8 possibilités, ça fait 256 valeurs. Si on commence à 0, c'est de 0 à 255. Nous utiliserons aussi un masque. Alors le masque permet de délimiter quel est l'identifiant du réseau et quel est l'identifiant de l'hôte. Donc dans une adresse, vous avez en un coup en fait l'information du réseau dans lequel vous vous trouvez et l'information de l'identifiant de l'hôte. Ce qui est très important au niveau des communications, ça va permettre à la machine qui désire communiquer avec une autre machine de savoir si le destinataire est dans le même réseau qu'elle ou si le destinataire se trouve sur un autre réseau. Un exemple, alors il y a deux notations possibles pour le masque, en notation décimale ou en notation préfixe. Mais donc une adresse comme 192.168.10.150 avec le masque 255.255.255.0 peut également s'écrire 192.168.10.150/24. Alors, que représente le slash 24 ? Ça, nous verrons tout de suite après dans la slide suivante. Si je regarde au niveau de ma machine, donc si je prends une fenêtre DOS par exemple, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais taper la commande ipconfig. Cette commande va me permettre d'avoir les paramètres des différentes cartes réseau qui se trouvent sur ma machine. Donc le cas qui nous intéresse ici, ce sera la carte Ethernet. On va retrouver une information sur le nom, sur le domaine sur lequel on se trouve. Ce n'est pas important pour ici. Nous allons retrouver l'information de l'adresse IPv4 qui est assignée à votre machine. Donc cette adresse, elle peut soit avoir été assignée manuellement, soit de manière dynamique. Le masque de sous-réseau, toujours important pour savoir exactement dans quel réseau nous nous trouvons. Et la dernière information, la passerelle par défaut.
Donc c'est une information qui est très importante. Ça va nous permettre de savoir vers qui je dois envoyer mes paquets lorsque ces paquets sont destinés à une machine qui se trouve en dehors du réseau local. Donc la passerelle par défaut, c'est un petit peu l'intermédiaire entre votre réseau et le reste du monde. Alors, si je reprends les adresses d'exemple des slides, nous avions la 192.168.10.150 avec un masque 255.255.255.0. Si je traduis tout ça en binaire, j'obtiens ce que vous voyez pour l'instant à l'image. Et nous voyons qu'il y a vraiment deux parties en fait à l'adresse. L'adresse qui se trouve au-dessus des bits A1 dans le masque. Donc la partie des bits A1 dans le masque correspond à la partie réseau, à l'identifiant du réseau. Et l'autre partie que nous verrons juste après. Alors, un masque, c'est toujours une succession de bits A1 en commençant par la gauche vers la droite. Donc vous ne pouvez pas avoir un masque, par exemple, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, quelque chose du style. C'est toujours une succession de bits A1. Pourquoi? Parce que justement, toutes ces valeurs vont en fait représenter la partie du réseau. Donc forcément, vous ne pouvez prendre qu'un bloc entier pour représenter le réseau dans ce cas-ci. La partie qui se trouve à droite, donc la partie où les bits côté masque sont à 0, représente la partie de l'identifiant de la machine sur le réseau que nous avons défini. Alors je vous avais dit qu'on pouvait écrire le masque de deux manières, soit en notation décimale, soit en notation préfixe avec le /24. Et bien le /24 correspond à quoi? Il correspond simplement au nombre de bits à 1, donc comme on peut le voir à l'image. Vous avez les trois premiers blocs de bits qui sont à 1, donc 3 fois 8, ça fait 24. Donc nous avons bien un /24, ça veut dire que les 24 premiers bits du masque sont à 1. Alors, combien de machines peut-on avoir dans un réseau? D'abord, pour la notation du réseau, eh bien, vous avez l'adresse 192.168.10.0, donc ça c'est l'adresse du réseau. Et comment on obtient cette valeur? Tout simplement en faisant la fonction AND entre l'adresse en binaire et le masque en binaire. Donc quand vous faites la fonction AND, vous obtenez une valeur. Si on traduit en décimale, vous obtenez le réseau 192.168.10.0/24. Ça, c'est l'adresse qui va définir le réseau dans lequel on se trouve. Du coup, combien de machines peut-on avoir sur ce réseau? Eh bien, nous allons regarder la partie où les bits sont à 0 dans le masque. Donc vraiment la partie qui est à droite. Ces valeurs, on va simplement incrémenter les bits. Donc nous aurons les valeurs 0,00001, 0,00010, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etc. etc. C'est-à-dire en décimale, tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et nous pouvons aller jusqu'à la valeur 254. 254, c'est quasiment tous les bits à 1, sauf le tout dernier bit. Le tout dernier bit à 1, donc quand tous les bits sont à 1 côté machine, nous avons une adresse un petit peu particulière qui est l'adresse de broadcast. Cette adresse de broadcast, c'est une adresse qui ne s'adresse pas à une seule machine, mais qui s'adresse à toutes les machines du réseau. Du coup, si on revient au nombre d'hôtes possibles sur un réseau, nous avons 2 exposant le nombre de bits à 0, donc dans ce cas-ci 8, 2 exposant 8, ça fait 256. Nous devons enlever l'adresse du réseau, donc nous avons vu l'adresse 192.168.10.0, elle ne peut pas être assignée à une machine, c'est l'adresse du réseau. Et nous enlevons également l'adresse de broadcast, puisque ce n'est pas une seule machine, mais toutes les machines, donc on ne peut pas assigner une adresse de broadcast à une machine. Nous avons donc bien 2 exposants 8, moins 2 adresses, l'adresse du réseau, l'adresse du broadcast, ça nous fait 250 machines, ici dans le cas d'un /24, dans le cas d'un masque 255.255.255.0. Nous ferons d'autres exercices avec d'autres masques, mais le principe est toujours le même. Pour savoir combien d'hôtes vous pouvez avoir sur un réseau, vous faites simplement 2 exposant le nombre de bits à 0 du masque, moins 2 adresses qui représentent l'adresse du réseau et l'adresse de broadcast.
Alors, lorsqu'un hôte veut communiquer avec un autre hôte, il va d'abord vérifier quelle est l'adresse IP et si l'adresse IP du destinataire se trouve sur le même réseau que lui-même. Si c'est le cas, eh bien, il va simplement passer au niveau 2 et demander sur le réseau qui a la MAC adresse liée à l'adresse IP que j'essaye de joindre. La machine va donner sa MAC adresse et la communication sera strictement locale. Par contre, si la machine essaye de joindre une adresse IP qui est sur un autre réseau, là, il va chercher la MAC adresse de la passerelle par défaut. Donc la passerelle par défaut, c'est un petit peu l'intermédiaire entre votre réseau et le reste du monde. Et donc va communiquer localement avec cette passerelle par défaut, va lui transmettre le paquet. Et la passerelle par défaut, après, va se charger de router ce paquet vers la bonne destination, ou en tout cas vers le bon réseau suivant, comme ça, de bout en bout, jusqu'à la destination. Si je reprends mon exemple 192.168.10.150, eh bien, si je prends par exemple la première ligne 192.168.10.32 ou 192.168.10.202, eh bien, nous pouvons voir que en fait, ces adresses sont sur le même réseau. Donc, elles sont toutes les deux dans le réseau 192.168.10, comme l'exemple que je vous avais donné. Donc, dans ce cas-là, on communiquera localement. Si je regarde la ligne suivante, 122, 168, 32, 150 et 10, 120, 150 par exemple, aussi en /24, là nous voyons clairement que nous sommes dans un réseau différent. À ce moment-là, nous devrons passer par un intermédiaire, nous devrons passer par une passerelle par défaut. Dans les vidéos suivantes, nous rentrerons un petit peu plus en détail dans le protocole IPv4. Et nous parlerons un petit peu aussi du fait que ces adresses IP, il n'y en a plus suffisamment. Et nous terminerons aussi par des exercices.